Oui, bonjour à tous. Voilà, alors je vous propose aujourd'hui de revenir un petit peu sur ce que nous avons fait avec vos camarades. Donc, voilà, tout au long de la séance de lundi, donc déjà on a pris le temps de se retrouver un petit peu. C'était une séance courte qui nous a pas forcément permis de tout réaliser, en tout cas toute la correction des portraits. Donc je viens vous proposer à vous et à vos camarades aussi de lundi peut-être voilà, un bilan un petit peu plus complet. Donc nous avons continué le cours en abordant dans cette dernière partie sur l'affirmation du pouvoir royal, la fin du Moyen Âge, hein, donc la Renaissance et l'époque moderne où effectivement le pouvoir du roi de France va se renforcer de plus en plus jusqu'à l'apogée sous le règne de Louis XIV. Nous l'avons étudié d'un point de vue artistique, puisque nous nous sommes intéressés à la représentation des portraits royaux. D'ailleurs, on pourrait poursuivre, prolonger ce petit podcast par une visite au Louvre, puisque les 3 portraits que nous allons étudier ici sont effectivement au Louvre. Vous avez la chance de pouvoir les voir en vrai si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Donc dans ce grand 3, je pense que tout le monde a noté sur son cahier ce grand 3, ce grand A, hein, l'étude des portraits royaux, a soit recopié les questions ou les réponses ou fait référence donc, au document que je vous avais envoyé sur l'étude des portraits. On vous demandait d'étudier le portrait de François Ier, le portrait de Louis XIV et de choisir après, dans une présentation un petit peu plus longue, un petit peu plus globale, l'un des 2 portraits. Nous allons reprendre cette étude et commencer par le portrait de Charles VII que vous voyez ici, que nous avons fait en classe avec vos camarades. Donc vous avez 2 représentations de Charles VII ici, celle qui est à gauche, qui prend la grande partie de la diapo, et la petite représentation qui est à droite, qui est extraite d'un ouvrage, donc qui est une miniature, qui est une plus petite image. Souvenez-vous, Charles VII remporte la guerre de Cent Ans, hein, la bataille de Castillon en 1453. C'est aussi un des premiers rois à renforcer son pouvoir, notamment grâce, on le voit, hein, grâce à la chevauchée de Jeanne d'Arc, à l'appui, au soutien que Jeanne d'Arc va lui apporter. On le voit sur la petite vignette en bas à droite. Et cette fin de guerre de Cent Ans, qui dure en fait pas réellement 100 ans, puisqu'il y a un certain nombre de trêves, lui permet de reconquérir des territoires sur ses vassaux que sont le roi d'Angleterre et d'autres grands seigneurs du royaume de France qui s'étaient alliés avec les Anglais, notamment le duc de Bourgogne. Donc on peut voir en fait avec ce portrait, on assiste à un nouveau genre de portrait pour l'époque, ce qu'on pourrait appeler le portrait psychologique, c'est-à-dire un portrait qui va insister sur le caractère du personnage. Et cela notamment par la représentation fidèle du modèle et par une évolution des techniques de représentation. Vous voyez bien qu'on se rapproche d'une peinture extrêmement réaliste, hein, qui va ressembler à celle de Léonard de Vinci. On va rentrer dans ce qu'on va appeler la Renaissance, c'est-à-dire un mouvement pictural, un mouvement artistique, parce qu'il est aussi dans le domaine de la sculpture, mais aussi dans le domaine de l'écriture. Hein. Donc un, un mouvement artistique, hein, l'humanisme et la Renaissance, qui vont aller vers une imitation presque parfaite, hein, de la réalité et de la nature. Donc c'est un portrait psychologique. On va voir, hein, qu'il représente le caractère du roi, et c'est aussi un portrait royal, c'est-à-dire un portrait politique. Charles VII donc a pu être sacré roi de France, souvenez-vous, grâce à l'aide de Jeanne d'Arc qui l'emmène à Reims, et ce sacre qui va lui conférer une légitimité particulière, c'est-à-dire qui fait de lui le vrai roi,
incontestable en lui donnant un caractère sacré. Je vous rappelle que le sacre rend le roi lié à Dieu et en fait le représentant de Dieu sur terre. Ce portrait est réalisé après le sacre, après la chevauchée de Jeanne d'Arc, je dirais même après la mort de Jeanne d'Arc, puisqu'on est entre 1454 et 1455, quasiment avant la fin de la guerre de Cent Ans, et il se terminera même après la guerre de Cent Ans. Donc on est vraiment sur un portrait qui est réalisé dans une petite période de transition, où vraiment le roi a désormais assis son pouvoir. Le roi est fatigué, certes, on le voit, il fait apparaître des cernes, des rides qu'il aurait pu d'ailleurs faire effacer. Il souhaite qu'elle soit représentée sur le portrait, en accord évidemment avec Jean Fouquet, le peintre du tableau. Donc ces traits, ces cernes qui peuvent montrer évidemment la souffrance du roi après cette longue épreuve qui a été la guerre de Cent Ans, mais aussi l'expérience, la sagesse du roi qui, voilà, après cette longue guerre, en a aussi tiré profit. Un roi fatigué donc certes, mais un roi qui a gagné aussi en puissance. C'est visible sur le portrait par plusieurs stratégies que le peintre va utiliser. D'abord, la première stratégie, le peintre utilise le dévoilement. Si vous regardez bien, il a choisi de mettre des rideaux de part et d'autre de l'image du roi et pour le dévoiler, comme si on l'avait voilà, dévoilé aux yeux du public. Et c'est un petit peu à l'image de ce qu'on pouvait faire pour montrer des reliques au Moyen-Âge à certains moments de l'année, donc dans les églises, au moment de fêtes religieuses importantes. C'est un procédé évidemment qui vient donc du domaine religieux, où l'on ouvrait les rideaux, on exposait les reliques aux yeux des fidèles. Il s'agissait de montrer évidemment que le moment, l'événement était extrêmement important. Donc ce procédé religieux est utilisé là de nouveau pour mettre en valeur la personne du roi. Autre procédé qui vient des images de dévotion, qui vient des images de piété religieuse, le cadrage à mi-corps. Effectivement, ce cadrage met en valeur Charles VII, amplifié même par le rembourrage au niveau des épaules. Regardez ce vêtement qu'il porte et qui augmente la carrure du roi. Il faut montrer que Charles VII a pris de l'ampleur, a pris de la puissance. Vous avez aussi un élément qui est extrêmement important pour montrer que le roi a renforcé son pouvoir, la couleur rouge, évidemment, qui vient de la couleur rouge impériale. Dans l'Antiquité, on fabriquait le rouge à partir d'un coquillage, le murex, qui était extrêmement rare. Donc seuls les plus riches pouvaient se procurer ces vêtements rouges. Au Moyen-Âge, on abandonne le murex, on se tourne vers des œufs de cochenille, mais même si on fabrique le rouge de manière peut-être un peu plus simple, le rouge garde sa symbolique de puissance. Je vous rappelle que ce rouge pourpre, c'est aussi la couleur du manteau impérial de l'empereur dans l'Antiquité. Alors, si on observe bien, donc là, je vous ai mis donc l'exercice que nous avons fait avec vos camarades, que je vous invite à essayer de faire tout seul. Je vous l'ai déjà envoyé sur les espaces collaboratifs et vous avez une correction également. Donc, essayez de le faire tout seul. Il s'agit de classer tous ces éléments de description du tableau, de les classer et de les relier à ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire, est-ce que ces éléments me permettent d'insister sur le caractère du roi, le portrait psychologique, ou au contraire sur le portrait politique, c'est-à-dire sa fonction de roi. Et là encore, on peut même dissocier un roi très très fort. Il y a des éléments qui montrent l'autorité que le roi a acquise après cette guerre. Donc, je vous invite à refaire l'exercice et à vérifier si vous auriez pu le faire sans faute avec la correction. Donc, revenons à nos portraits.
quelques années plus tard, hein, presque un siècle plus tard, puisque vous avez ici le roi François Ier représenté en toute sa splendeur, on voit l'évolution, là encore, du pouvoir royal et son augmentation, toujours grâce au cadrage, c'est-à-dire à la manière, aujourd'hui on utilise ce terme pour la photographie, c'est-à-dire à la manière dont on va placer les personnages ou les choses importantes dans le tableau. Ici, on retrouve un cadrage à mi-corps, hein, si vous regardez bien. On est de nouveau sur une représentation un petit peu plus grande que le buste, hein, puisqu'on a aussi les mains et les bras. Là encore, on revient sur ce procédé religieux qu'on utilisait pour représenter la Vierge et le Christ, certains saints. Donc, un cadrage très fréquent à l'époque, mais qui vient effectivement des images religieuses. Et on retrouve là encore, si vous regardez bien, un personnage de 3/4. Alors la différence, c'est que désormais, François Ier nous affronte de son regard, nous regarde fixement, alors que Charles VII ne daignait nous envoyer un regard complice, le regardait peut-être vers l'avenir, hein, vers le futur, vers un objectif qui était encore celui de renforcer son pouvoir et le royaume de France. Et si vous regardez bien, ce cadrage est encore plus serré chez François Ier, donc sur le tableau de droite, puisque les épaules du roi sont même hors champ. Le roi déborde du tableau. C'est une façon aussi, ce n'est pas anodin, hein, c'est une façon là encore de montrer qu'il y a encore plus de puissance. On retrouve là encore le rouge, le fameux rouge, symbole de puissance qui vient de notre antiquité impériale. On le retrouve dans la tapisserie. Puis apparaissent de manière peut-être plus évidente, c'est peut-être aussi la réutilisation des premières images au Moyen-Âge, les images que l'on a pu voir ici, plus pédagogiques, hein, que l'on voyait dans les ouvrages, souvent en miniature, la réapparition des régalias. Les régalias, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les objets, les insignes, on l'a vu ensemble lorsque nous avons étudié l'extrait du film montrant le sacre du roi Charles VII. Ces régalias apparaissent peut-être plus nettement sur le tableau de François Ier. Je reviens juste un tout petit peu sur la comparaison des deux. Si vous regardez le tableau de Charles VII, une régalia est suggérée. Le chapeau bleu avec des triangles dorés fait penser évidemment, fait référence à la couronne, hein, puisque vous voyez ces triangles liés les uns aux autres sur ce fond bleu qui est la couleur du royaume de France. Nous y reviendrons après. Alors que, évidemment, on n'a pas une couronne, on a un chapeau, donc on est là dans une suggestion. C'est plus clair encore dans le tableau représentant François Ier, parce que si vous regardez sur la tapisserie, on voit la couronne très visiblement. Apparaît aussi un nouveau régalia, l'épée, évidemment que l'on ne voit pas en entier, mais si vous regardez bien la main gauche du roi, elle est serrée autour du pommeau de l'épée, et il tient ses gants dans la main droite. Donc, apparition peut-être plus claire des régalias, et vous allez voir que avec le prochain tableau, on fait un nouveau bond dans le temps, puisque vous avez la représentation ici de Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud en 1701. Là, on a véritablement une montée en puissance. On arrive au moment où Louis XIV met en place la monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire que le contrôle du roi sur la politique, sur les décisions, est absolument total. Le cadrage est nouveau. C'est qu'un cadrage en pied, c'est-à-dire que nous voyons totalement le roi dans toute sa splendeur, dans toute son entièreté. Tous les régalias sont quasiment visibles.
Il y a dans sa main d'ailleurs retournée le sceptre qu'il utilise un petit peu comme une canne. Le roi est extrêmement décontracté et utilise ses régalias presque comme des objets du quotidien. La couronne posée sur un coussin. À côté de la couronne, la main de justice. Vous voyez les quelques doigts pointés qui dépassent du coussin. L'épée, de nouveau, l'épée joyeuse de Charlemagne, qui apparaît beaucoup plus nettement à la ceinture du roi. Et évidemment, le roi apparaît en costume de sacre. Pas complètement, on voit bien qu'il est l'homme de son temps aussi, puisqu'il fait apparaître les dentelles, la culotte bouffante, les collants et les talons rouges de la noblesse, mais il se représente avec ce manteau bleu fleur de lysée, doublé d'hermine, porté d'ailleurs comme une cape, presque comme une cape de mousquetaire, relevée avec la main sur la hanche, de manière là encore dans une pose tout à fait naturelle. Ce bleu n'est pas anodin non plus. On retrouve, si vous regardez bien, le rouge impérial qui rappelle l'âge d'or de l'Antiquité, la Rome impériale, puisque le dais qui surplombe la tête du roi est un dais de soie d'un rouge profond. Là encore, ce rouge que l'on retrouve aussi dans les autres tableaux, voilà un vrai point commun. Et évidemment, la couleur bleue que nous avions déjà aperçue sur le chapeau de Charles VII et qui s'impose ici sur l'ensemble du tableau. Il est en pleine expansion ce bleu depuis le XIIe siècle. Il faut savoir que ce bleu là aussi vient de la représentation religieuse, puisque le XIIe siècle est aussi le moment où le culte de la Vierge Marie devient extrêmement important dans le royaume de France, qu'on va appeler le culte mariage. La Vierge habitant le ciel, selon les chrétiens, elle doit être représentée en bleu. C'est ce que vous pouvez voir, par exemple, sur ce vitrail où la Vierge représentée avec le Christ sur ses genoux, et l'on voit bien que la robe de la Vierge, le manteau de la Vierge, est d'un bleu assez étincelant. Donc ce bleu va devenir, ce bleu divinisé dans les vitraux, va aussi devenir à la mode dans toute la société, puisque le roi va récupérer ce bleu marial pour en faire le symbole de la couleur du royaume de France, disant par là même que le royaume de France est sous la protection de la Vierge. Évidemment, comme les grands seigneurs vont imiter le roi, alors que au XVIIIe siècle, ils sont désormais soumis à Louis XIV, souvent à sa cour, à la cour de Versailles, ils vont faire de même et le bleu va se répandre dans l'ensemble de la société. D'ailleurs, ce bleu fleur de lysée, puisque vous voyez une petite fleur d'or sur le tissu de velours bleu, cette fleur de lys, là aussi symbole du royaume de France, qui représente là encore un élément religieux, la Sainte Trinité. Donc on voit effectivement que dans l'histoire des couleurs, beaucoup d'éléments proviennent du passé, mais aussi des représentations religieuses. On retrouve là encore le procédé, si vous regardez bien Louis XIV et Charles VII, le procédé de dévoilement, et nous pouvons aussi l'observer chez Henri IV, qui était le dernier roi tout en haut, dans la première ligne tout à droite, ce que nous étudierons un petit peu plus tard. Donc ce procédé de dévoilement qui peut aussi faire penser à une scène de théâtre. Effectivement, il s'agit pour Louis XIV de se mettre en scène et d'apparaître comme celui qui est au milieu de la scène, le spectateur étant là pour l'observer, le regarder, l'admirer, sans être invité à participer à la scène. Voilà, alors on peut voir, grâce à ces trois portraits, que nous avons une montée en puissance du pouvoir royal, une affirmation du pouvoir royal que l'on peut même voir dans les codes artistiques, que ce soit la manière dont on va cadrer le personnage, le format même
du tableau et aussi même l'utilisation des couleurs. Un petit, un petit rappel par rapport à la vidéo que je vous avais demandé de regarder qui comparait Emmanuel Macron et Louis XIV. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que le président de la République est comme un roi, hein, ce n'est pas la même chose, nous sommes dans une démocratie, mais de montrer que le portrait officiel du président a une histoire, et que cette histoire, elle commence quasiment avec Charles VII, hein, avec cette tradition que les rois vont avoir de se faire représenter aussi pour montrer à qui appartient le pouvoir et que c'est un pouvoir évidemment fort, car si vous regardez ces représentations, nous avons des rois seuls au milieu de l'image, et le président, là aussi, le président de la République est un personnage de l'État qui a qui a le pouvoir exécutif et qui fait partie des chefs d'État des démocraties de la planète qui ont le plus de pouvoir. Hein. Le président de la République, de la Ve République en France, concentre entre ses mains des pouvoirs très importants et que ces portraits officiels de présidents voilà, ont une tradition et qui peut remonter à celle des rois de France. Bien, alors, je vais vous demander pour la prochaine fois, c'est ce que je demandais aussi à vos camarades, de maintenant voilà, de réaliser ce petit exercice. Vous allez voir, c'est très simple. On va étudier brièvement, là encore, mais un peu plus davantage le gouvernement, le type de gouvernement qu'ont établi François Ier, Henri IV et Louis XIV. Donc en quittant la représentation, on va essayer de voir quelles sont les grandes réformes de ces rois et surtout comment ils ont gouverné. Vous allez voir que comme sur les tableaux, finalement, on voit à chaque fois un renforcement du pouvoir royal et un gouvernement surtout de plus en plus personnel. Donc vous avez 3 petites questions ou des titres à compléter, des éléments du texte à souligner ou à entourer. Vous laissez la question 4 vierge, nous le travaillerons ensemble lundi et je vous proposerai une correction. Voilà, donc on s'arrête là. Je vous demande de faire cet exercice sur la fin de la semaine, de récupérer la correction des portraits que nous avons fait en classe lundi et que je vous ai déjà envoyé, et aussi de participer toujours sur l'espace collaboratif, donc à distance, vous n'avez pas besoin, je ne vais pas les ramasser lundi, donc vous pouvez me les envoyer sur le casier de collecte, de participer au concours de blason. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, bon courage, prenez soin de vous.